the highway. À la découverte du royaume de Khogbonu à Djatché, Porto Novo. Je réponds au nom de Vincent Koussiwede Kouvis, le guide animateur du musée Homen. Chers auditeurs, auditrices, à l'écoute de l'histoire du royaume de Porto Novo jusqu'à la muséification de son ancien palais royal Homen. Par son architecture atypique, mais aussi l'histoire dont il reste le seul dépositaire, le musée Homen demeure un joyau dans le paysage muséal béninois, mais aussi africain. Et comme ce musée reste inconnu de la majorité des Béninois, nous avons l'ambition de réaliser ce petit ouvrage pour essayer d'étancher la soif des usagers, ce qui est et reste notre objectif est que l'usager soit un peu plus satisfait du travail qui n'est pas trop scientifique. La fondation du royaume de Khogbonu à Djatché, Porto Novo, une ville à 3 noms. C'est suite à une querelle de succession. Les ancêtres de Kokpon ont dû fuir Tado ou Sado, une ville située à l'est du Togo, pour venir s'installer à Alada et créer le royaume d'Alada. À la mort de Kokpon, une dispute éclate entre 3 de ses enfants qui convoitaient son trône. Medji saisit les sandales et s'établit roi d'Alada. Do Aklin ou Dobagle prend le trône et se dirige vers le nord et finit par se fixer à Huawei. Il meurt vers 1600. Son fils Gagné Khessou lui succède et règne de 1620 à 1645. Aho, fils de Gagné Khessou, s'installe à Abomey, à une douzaine de kilomètres de Huawei. Intronisé en 1645 sous le nom de Wegbadia, il est considéré comme le fondateur du royaume d'Abomey. Zozérigbe ou Te Agbani s'empare de la Canne et va vers l'est pour s'établir à Khogbonu. À son arrivée, Te Agbani demande une portion de terre, ne couvrant que la surface d'une peau d'antilope à Ahwawa, l'un des descendants des premiers occupants Yoruba. Il érigea sa première habitation au lieu appelé aujourd'hui Sokome. À son arrivée, Te Agbani érigea dans la ville une grande habitation qui impressionnait tout le monde. Elle devient objet de curiosité pour les gens des environs qui, pour se rendre dans la ville, disaient « Je vais à Khogbonu », ce qui signifie littéralement « Je vais au pied de la grande case ». C'est ainsi que la ville prit le nom de Khogbonu. Le fondateur dit ensuite qu'il a ramené sa ville à Dja dans Khogbonu, d'où la ville prend un second nom d'Adjatché. Mais l'appellation d'Adjatché, qui se prononce de la même manière par les premiers occupants Yoruba, voudrait dire le pouvoir de l'Adja. Il resta de 1688 à 1729. Le portugais
Eucalyptus decampos, qui accosta sur les rives de l'océan Atlantique, après avoir été désorienté par le vent, découvrir un port à ses mains qui ressemble à celui de son pays et le nomma Porto Novo, un nouveau Porto. Vers 1752, sous le règne des Messais, le royaume de Khobonou était limité au nord par la lagune de Djofi, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par la lagune d'Adjara, à l'ouest par la région contiguë au village d'Abomey-Calavi. La gouvernance du royaume. Le roi ne gouverne pas seul, mais avec des ministres avec lesquels il tenait tous les mercredis son conseil. On peut citer Gauguin, premier ministre et principal conseiller du roi. Mégan, ministre de la justice, le bourreau chargé de l'exécution des condamnés à mort. Aklogan, ministre des cultes et de la santé. Awatagan, ministre de la communication. Yovogan, ministre des affaires étrangères, interprète du roi. Agua Oussaï, ministre de la Défense. À cette liste, il faut ajouter Meou, Adjagan, Arologan, Agbasagan, Afogan et beaucoup d'autres. Ces différents ministres avaient leur ministère autour du palais qui sont devenus aujourd'hui des collectivités. Il faut noter que ces ministères ont donné leur nom à différents quartiers autour du palais royal. Nous pouvons citer Rolinda chez les Mingans, Agbokome pour les Aklogans, etc. Le roi de la nuit. Le royaume de Khobonou avait la particularité d'avoir deux rois. Un roi du jour, chef officiel du royaume, et un roi de la nuit. Ces deux ne devraient jamais se rencontrer. Le Zounon, littéralement maire de la brousse ou chef de la forêt, est symboliquement le géniteur du roi. À ce titre, il ne pouvait se prosterner devant son fils le roi. Choisi par le roi Tofa et confirmé par le Fa, Takpa fut intronisé au Zounon en 1903 sous le nom de Zounon Medje Toko. Grand ami du père Opierre, il aida le missionnaire à traduire en langue goun des textes bibliques pour la fête de l'Épiphanie. Il se rendit en France en 1931 pour l'exposition coloniale sur l'invitation du père. Il mourut en avril 1941 après un règne qui aura duré 38 ans. L'arrivée de Zangbeto. Au cours de son déplacement d'Alada pour Khobonou, le fondateur Te Agbani s'était servi d'un masque communément appelé Zangbeto. C'était un bâtiment mobile de forme conique, fait d'une charpente de bambou, couverte de feuilles mortes de bananier ou en toute autre matière pouvant cocher son intérieur. Il faisait souffler une corne de bœuf, d'où sortait un puissant rugissement qui affolait hommes et animaux. Cette créature monstrueuse les faisait fuir, laissait libre chemin aux voyageurs. Le Zangbeto venait ainsi d'être inventé et devint plus tard à Porto Novo une divinité ayant pour principale fonction la protection du roi, de ses sujets et de la ville contre l'invasion des personnes mal intentionnées. Le Zangbeto devint une puissante organisation secrète, bien structurée, qui veillait autour des maisons les nuits. Le fondateur installe le couvent du Zangbeto à l'ombre
d'un arbre appelé Anangogun Ava. Le quartier ne tarda pas à prendre le nom d'Avassa, littéralement à l'ombre du Ava. Il donna le nom de Pakliaou aux Zangbeto installés en ces lieux. Ce nom fait référence à un animal mythique au corps couvert d'épines qu'on ne pouvait toucher sans se blesser et qui devrait donc faire peur. De même, le masque de Pakliaou était d'une hauteur d'environ 5 mètres. Ceci en signe de suprématie. En se dispersant, les descendants de Te Agbani perpétuaient le culte de la divinité Zangbeto en créant de nouveaux couvents appelés Agbalais. À proximité de leur habitation et un peu plus loin, un Legba, divinité tutélaire du Zangbeto et qui devrait donner son serval aux Zangbeto avant qu'il ne se propage dans le quartier. Sa place est appelée Avali. Chaque Zangbeto se donnait un nom fort tiré de l'idiome local ou d'une incantation qui lui conférait une identité et une personnalité particulière. Le Zangbeto est une société secrète dont l'intégration se fait par initiation. Au cours de l'initiation, tout adhérent fait le serment de ne révéler les secrets du secte sans ordalie. Il reçoit son nom de baptême, une sorte de carte d'identité qui permet de se déplacer dans les zones sous la garde des Zangbeto, de nuit comme de jour. Il est aussi initié à la nomenclature des objets rituels. Le Zangbeto Pakliaou est le chef suprême du culte Zangbeto, mais chaque couvent Zangbeto a son Zangan chef, mais aussi Agblibegan, c'est-à-dire le chef des non-initiés, et un Azogan chargé de l'organisation des manifestations culturelles et cultuelles. La généalogie des rois de Khogbonu, appelé Kwenole. Le royaume de Khogbonu a connu à sa tête plusieurs souverains de 1688 à 1976. Te Agbani le fondateur, 1688-1729, 41 ans. 5 de ses fils se sont succédés de 1729 à 1761. Des Hapon, 1729 à 1739, 10 ans. Des Lopon, 1739 à 1746, 7 ans. Des Houdé, 1746 à 1752, 6 ans. Des Messais, 1752 à 1757, 5 ans. Des Rouy, 1757 à 1761, 4 ans. 13 de ses petits-fils se sont succédés de 1761 à 1908. Des Béon, 1761 à 1775, 14 ans. Des Haïpé, 1775 à 1783, 8 ans. Des Ayaton, 1783 à 1794, 11 ans. Des Roufort, 1794 à 1807, 13 ans. Des Adjoran, 1807 à 1816, 9 ans. Des Toi, 1816 à 1818, 2 ans. Des Wézé, 1818 à 1828, 10 ans. Des Toyon, 1828 à 1836, 8 ans. Des Mei, 1836 à 1846, 12 ans. Des Sodji, 1846 à 1864, 16 ans. Des Mipon, 1864 à 1872, 8 ans. Des Messi, 1872 à 1874, 2 ans. Des Tofa, 1874 à 1908, 34 ans. Tofa Ier avait signé un traité de protectorat avec les colons
Et Porto Novo devient la capitale coloniale, 25 juillet 1883. Et aux yeux de l'administration française, le roi n'était plus que le chef supérieur parce que leurs pouvoirs sont revenus au gouverneur français. Les chefs supérieurs de 1908 à 1976, Delbedissi, 1908 à 1913, 5 ans. Derfouji, 1913 à 1929, 16 ans. Dertoli, 1929 à 1930, 1 an. Derbehento, 1930 à 1941, 11 ans. Deradjimavor, 1941 à 1946, 5 ans. Derbefa, 1946 à 1976, 30 ans. Mais parmi ceux-ci, certains ont marqué leur passage. Des messieurs qui en son temps a accueilli pour une première fois le portugais Ecartus de Campos pour le commerce d'esclavage en 1752. Des Gbéons qui transforma la canne que Théagbané a hérité d'Alada pour venir à Hogbonu en un instrument de musique appelé Adjogan. Des Soji, père du roi Tofa qui signa le traité d'amitié et de commercialisation de l'huile de palme avec la France vers 1863. De tous les rois, Tofa est celui qui semble marquer le plus les esprits et le plus populaire. Son hégémonie lui vient surtout du protectorat qu'il signa avec la France pour se prémunir contre le royaume frère d'Abomey et les Anglais venant du Nigeria le 25 juillet 1883. Plusieurs légendes renforcent encore aujourd'hui cette image dans la mémoire des citoyens. Nous avons par exemple le poème Tofa et le tonnerre. Nous apprenons ça à l'école, au cours primaire, cette poésie, et on récitait ça à l'oral lors des examens de CEP. Tofa et le tonnerre. Tofa fut le plus grand et le plus puissant roi de Porto Novo. Avant d'entreprendre ses guerres contre les Yoruba d'Abeokuta, il avait d'abord lutté contre le tonnerre. Paisiblement assis sur son trône royal, fumant sa longue pipe dorée, pendant que souffleur d'un vent froid d'Harmattan, il entendit frapper à la porte. Bo, 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 bo. Mais qui frappe à la porte royale? Dit le roi d'une voix impérieuse. Roudou, roudou, roudou. C'est la foudre personnifiée. C'est toi, je te connais, dit le roi. Alors, vite, Tofa entre dans sa petite chambre de gris-gris, plonge les mains dans l'huile rouge, serre ses amulettes de guerre et sort pour la bataille. L'étranger est déjà à sa rencontre. Le visiteur est un homme très maigre, d'une haute taille, les cheveux en broussailles, les yeux brillants de feu. Il se jette sur Tofa et veut l'emporter. Agbeti, Agbeti, l'Agbeyo Moriodo Agbeti. Tofa double et réduit ses forces. Fatigué, il met le dos contre le mur et regarde le tonnerre, les yeux brillants de feu. Tofa prononce des paroles incantatoires. Agbeti, Tietiego, Kubadi Manyopon, Nyaholu Tchakachoko, Nyejanta, Mamato Etana Manoweta, Alomanoweta, Ofagbe. Ce qui veut dire, moi le roi suprême, le lion, tu ne toucheras jamais à l'esprit de ton père ni de ta mère. Ce n'est pas avec la main qu'on attrape le serpent venimeux, jamais a dit le phare. Ces mots magiques troublèrent un ennemi qui disparut dans un grand bruit de tonnerre. Tofa fut le vainqueur, mais son dos portera toujours une marque indélébile de la terrible bataille. C'est la légende portonovienne. Dans le royaume, certains euphémismes se sont développés pour honorer le roi. Nous pouvons citer: le roi rafraîchit son corps pour signifier qu'il se lave. Le roi adore le plat pour il mange. Le roi réfléchit au lieu de dire qu'il dort. Le roi est allé à Lada, où il est retourné à l'origine, où il fait nuit le jour, où un grand arbre est tombé pour annoncer le décès du roi. Il faut aussi noter que l'étranger qui veut entrer dans le palais doit s'annoncer en disant Hawe, Hawe, ce qui voudrait dire salut le roi, nous sommes à l'entrée. La musique Adjogan. C'est grâce à l'ingéniosité du roi d'Egbeyon
qui a régné de 1761 à 1775, transforme la canne que son ancêtre Te Agbani, le fondateur du royaume, avait hérité de son père Kokon, à Alada, en cet instrument de musique appelé Adjogan. Ce rythme, accompagné de danses princières, est exécuté lors des réjouissances ou cérémonies funéraires dans le palais. Il est aussi joué lors des cérémonies de veuvage et funérailles ancestrales, appelées Aïsson ou Agor. Le rythme est exclusivement réservé aux femmes, parce que les femmes qui exécutent ce rythme doivent être des reines, des princesses ou descendantes d'une famille royale. Être surtout des veuves qui acceptent d'être formées par l'aînée des princesses de la cour. Et pour l'exécuter, il faut porter dans les mains le hanou. C'est une sorte de canne métallique à contre-percussion et manipulée avec souplesse et finesse de manière synchronisée, mais accompagnée des gons. Ces princesses en dansant manient la baguette et agissent dans un mouvement synchronisé les divers anneaux en séquant la canne, tout qui laisse entendre de petits bruissements, ne saurait exécuter sans l'habillement conséquent. Pour l'occasion, les femmes concernées se drapent de deux pailles. Le premier de couleur noire est un hommage aux pratiquantes disparues. Le second est de choix libre. Les plus belles parures sont aussi de sortir pour rendre la danse plus gracieuse. Une cérémonie cultuelle précède toute exécution. Voici le tempo de chaque gong qui accompagne le rythme adjogan. Le premier est appelé Eke. Premier gong qui dit Keun, Keun, Keun. Le second gong, Songi, Songi, Songi. Et le troisième gong, Tamme, Tamme, Tamme. Et pour les litanies panégyriques, pour honorer, louer le roi, à travers la collectivité ou la nuit royale. Soa be soe. Obano evodu, jegede afoame, joe doisho, beto zonglano, akolu nou popo pato, edwemi nou pa zangandan, zangandan nou plaklade, weme nou eruto, abi roisho, sado holu, do bekongwe, ogwo, kakao, kakao, kakao to. O jege jege, eje atinji atimadiro, eje kanji kamadiro, aholu si vlumepo, edo tobide zindowe, ana zinde, aywa honlo, minadowe, zojio, aholu reluton, aholu agbantamanyon weponton. Et voici quelques chansons dans lesquelles on a loué le roi Tofa Ier. Kane asumayasi, kane asumayasi, kane asumayasi, ukisewe pasi yewe tonde mona bani, todo tigeno shia. Kane asumayasi, kane asumayasi, ukisewe pasi yewe tonde mona bani. Todo tigeno shia, banunde wani, damo, aladawe to fashe bewe nisan, ajibile afoka peya. Vonunde wanu hanche domo, aladawe to fashe bewe nisan, ajibile afoka peya. Ibile mi atomi tonipo, mina mana to fashe wesi woni.
Abesu Sabijabi. Adjivile mi adomi toningbo. Mina mana to fache wesi hwen. Abesu Sabijabi we. Omi lẹ́sùn àgbẹ̀kẹ́ àníkà. Àgánlé náà tó fẹ́ wá ẹ̀ máa wí gbá. Olóńtí padà bí ànàmọ́. Tó fẹ́ wá ẹ̀ máa wí gbá. Olóńtí padà bí ànàmọ́. Ọgbọ́n tó mẹ̀mí wẹ́dọ̀ àhọ́lù. Yòówó ìpọ́n gbèmí lẹ́mí wẹ́mí ló wá. Yẹ́lẹ́ èpè owó gbé ẹ̀ máa wí gbá. Àtúkà kọ̀mí tán pèdè. Ọgbọ́n tó mẹ̀mí wẹ́dọ̀ àhọ́lù. Yòówó ìpọ́n gbèmí lẹ́mí wẹ́mí ló wá. Yẹ́lẹ́ èpè owó gbé ẹ̀ máa wí gbá. Àtúkà kọ̀mí tán pèdè. Agbangba tọ́nu ṣe kan sun dáná wẹ̀yà, ò kan sun náà wá pé. Bàbá ló dé pẹ̀lú dáhàyà, ò kan sun náà wẹ̀. Àgbàgbà bẹ́ẹ̀ dé pẹ̀lú dáhàyà, ò kan sun náà wẹ̀. Àjọpọ̀ ń ṣe wà jọ̀rí. Àjọpọ̀ ń ṣe wà jọ̀rí. Kò sọ̀rọ̀ kan mà jọ̀rí lẹ́bí. Ò kan sun náà wẹ̀. Kò àná kan lébò. Onure na to fa wa na hosi alada ino le to de ho na we. Obe to fa we wa ri to kale. Ujaru da o ra ta. De wa to fa ta ta ta. De wa to fa ta ta ta. O sa wa la ju da we na ta de pele. Ta ta na ti ta wa la ni mo nu we na to fa wa na ha ti. Alada ino le to de o na we. Et Porto Novo fut la première étape de sécurité des relations franco-dahoméennes. C'est Tofa qui a su donner ce rang. Alada, berceau des royaumes, fut le plus éphémère quand il tomba sous la domination d'Abomey que le nom de Béhanzin acheva de fixer. Après la mort du dernier chef supérieur en 1976, le gouvernement béninois, grâce à certains organismes internationaux comme la CCT, l'UNESCO et pays amis comme la France, a repris à partir de 1982 les colonnes, la toiture et quelques travaux sur les planchers et sur les plafonds du palais. Comme dans toute société organisée, le royaume de Porto Novo a eu des rois illustres qui ont marqué de leurs empreintes l'histoire de leur pays. Les vestiges